à 9 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, Nicolas Sarkozy blanchi dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président vient de s'exprimer sur Facebook. Il déclare « La justice vient de me déclarer innocent ». Le parquet de Bordeaux a requis un non-lieu. L'ancien président était mis en examen pour abus de faiblesse. Éric Woerth, lui, est renvoyé en correctionnel. Haro sur les normes. Le Parlement a adopté par un ultime vote du Sénat aujourd'hui une proposition de loi pour contrôler les règles qui pèsent sur les collectivités territoriales et qui grèvent le budget des municipalités. Y a-t-il encore une place pour un islam des Lumières aujourd'hui en France et dans le monde? À l'occasion d'un colloque sur ce thème au Sénat, nous ouvrons le débat dans cette édition avec nos invités ce soir. Mireille Dutheil, grand reporter au Point et spécialiste du monde arabo-musulman, et Tahar Benjeloul, écrivain, prix Goncourt pour La Nuit Sacrée. Bonsoir à tous. On ne gagne jamais à calomnier, on ne fait qu'abaisser la démocratie. C'est ainsi que Nicolas Sarkozy a réagi sur Facebook au non-lieu prononcé aujourd'hui dans l'affaire Bettencourt. Soupçonné d'avoir reçu de l'argent de l'héritière de L'Oréal pour financer sa campagne, l'ancien président avait été mis en examen pour abus de faiblesse le 21 mars dernier. Éric Woerth, son ancien ministre du budget, est lui renvoyé devant les tribunaux. Louis Sibyl. Les juges bordelais ont finalement décidé de ne pas renvoyer Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel pour abus de faiblesse à l'encontre de la milliardaire Liliane Bettencourt. L'ancien chef de l'État a été accusé de lui avoir soutiré de l'argent pour financer sa campagne électorale. 6 mois d'enquête qui prennent fin aujourd'hui. Nicolas Sarkozy était en visite à la mosquée de Paris. Il bénéficie d'un non-lieu et c'est bien sûr un obstacle important qui est levé pour son éventuel retour en politique. Ce non-lieu permet évidemment de regarder la suite avec plus de décontraction. Donc je pense que pour des millions d'électeurs de droite, ce matin, ça a été beaucoup de satisfaction. Et pour quelques ambitieux de gauche et de droite, peut-être un moment plus difficile à vivre. Un retour qui pourrait faire grincer des dents. À gauche, la discrétion est de mise. La majorité est restée silencieuse à l'annonce du non-lieu. Pour elle, la justice doit rester un organe indépendant. Il ne faut pas que le ministère de la Justice donne des instructions aux juges, on est bien d'accord. Il ne faut pas revenir dans une politique où on instrumentalise la justice. Ça a existé dans le passé. Je ne souhaite pas qu'on revienne sur cela. Si l'ancien président est épargné, les 10 autres personnes mises en examen sont, elles, renvoyées devant le tribunal correctionnel. Parmi celles-ci, Éric Woerth, l'ancien trésorier de l'UMP. Une abstention à plus de 66% et c'est le Front National qui sort triomphant d'une cantonale à Brignoles dans le Var. Le second tour verra s'affronter l'UMP et l'UFN, la gauche divisée ayant été sèchement éjectée. À moins de 6 mois des municipales, c'est un véritable coup de semonce. Aurélien Romano. À Brignoles comme au Sénat, le maître mot de la gauche reste le rassemblement contre le Front National. Pour le second tour, il est évident qu'il y a tout lieu de faire en sorte que vraiment tous les démocrates se rassemblent pour barrer la route et faire au Front National. On était dans un canton où, à l'évidence, la division à gauche risquait d'aboutir à ce qui s'est produit, c'est-à-dire à faire en sorte que les candidats de gauche soient éliminés dès le premier tour. Des divisions à gauche à Brignoles, les Verts sont pointés du doigt. Ils se sont présentés séparément au premier tour de cette cantonale partielle. Une accusation récusée par la sénatrice verte Hélène Lipietz qui renvoie la balle à ses détracteurs. Il est toujours très facile d'accuser les uns ou les autres d'être à l'origine, paraît-il, d'une division, mais les électeurs ont besoin aussi de se reconnaître, de savoir que leurs idées sont portées par d'autres. Troisième accusateur, le parti de gauche, son président, accuse l'exécutif de mener une politique qui conduit au vote extrême. Pour Jean-Luc Mélenchon, pas de consigne de vote. Moi, je serai là-bas, je vois pas comment je vote UMP. Enfin, c'est la peste ou le choléra, c'est tous les mêmes. Ils racontent les mêmes choses, ils ont les mêmes objectifs, ils tiennent les mêmes propos insensés. Une déclaration prise avec beaucoup de distance au Parti socialiste.
Ce que je veux dire, c'est que la politique, c'est pas ça. C'est pas la défense d'intérêts d'appareils ou de jeux entre partis politiques. Vous pensez que ça peut nous faire plaisir, nous, d'appeler à voter UMP? Et souvent, une UMP qui dit qu'elle ne ferait pas pareil. C'est très difficile à expliquer à nos électeurs. Cas par cas ou consigne générale, la recette anti-FN n'est toujours pas trouvée. Prochain rendez-vous électoral, les municipales dans 5 mois. Et dans ce contexte, Manuel Valls sera demain à Forbach, en Moselle, où Florian Philippot, le vice-président du Front National, sera tête de liste au municipal. Objectif pour le ministre de l'Intérieur, défendre la politique de sécurité du gouvernement et par ricochet, enlever des armes au Front National. Jérôme Sainte-Marie nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, vous êtes président de Polling Vols, politologue. Merci d'être avec nous. On va parler de Brignoles, 40,4% dès le premier tour pour le Front National. C'est une victoire du parti de Marine Le Pen ou un échec de la gauche qui n'a pas su se mettre en ordre de bataille et présenter un seul candidat? C'est bien sûr une victoire symbolique importante pour le Front National, pour Marine Le Pen, qui non seulement caracole dans les sondages de popularité, mais en plus donne l'impression qu'il y a une traduction électorale à ces bons scores. Alors qu'inversement, il n'y a pas pour l'instant de traduction électorale aux bons scores dans les sondages de Manuel Valls. Mais en même temps, c'est un peu une forme d'illusion d'optique, puisque le canton de Brignoles est un canton très particulier. C'est un des 2 seuls cantons dans lequel le Front National avait déjà eu des élus, enfin il n'est pas encore élu en l'occurrence, mais enfin avait eu des élus en 2011. Et c'est un canton en plus qui est un peu traumatisé par les annulations successives. Il y a eu 3 élections en 3 ans. On a aujourd'hui 67% d'abstention. C'est quelque chose qui est à prendre en considération, mais en même temps c'est vraiment un cas très particulier sur la carte électorale française. Vous parlez de l'abstention justement qui culmine à 66,65%. Quelle est la pertinence du Front républicain quand on a autant d'abstention finalement? La pertinence du Front républicain se pose de manière manifeste aujourd'hui. On voit bien que le Front National ne fait plus aussi peur qu'avant. On voit que la population, c'est le renseignement essentiel d'ailleurs des sondages actuellement, c'est de voir que le tout sauf le Front National ne fonctionne plus. Il faut voir là que le score des partis dits du gouvernement est extrêmement faible. Je rajouterai enfin que pour bien comprendre ce qui se passe à Brignoles, il faut voir qu'il y a également un candidat dissident d'extrême droite, l'ancien candidat du Front National. À eux deux, ils font quasiment 50%. Donc le Front républicain aujourd'hui à Brignoles risque de ne pas être une grande efficacité. Ça risque même d'être un moment important. Ça peut même tuer finalement ce concept dans la vie politique française. Quelles vont être les conséquences de ce scrutin au niveau national? Je crois que ça donne du courage à tous les citoyens qui pour l'instant n'osent pas avouer leur préférence pour le Front National ou qui n'osent pas passer l'acte de vote. C'est effectivement, je crois, une étape dans la banalisation du Front National à laquelle on assiste. Petite remarque encore, cependant, c'est le Front National du Sud, décidément, qui fait les meilleurs scores pour Marine Le Pen. On parle beaucoup de sa percée dans les milieux ouvriers, le milieu populaire du Nord. En réalité, c'est quand même toujours en PACA que ça se passe pour l'instant. Un commentaire sur le non-lieu dans l'affaire Bettencourt pour Nicolas Sarkozy. Il reste la personnalité préférée des Français à droite et son horizon judiciaire s'éclaircit avec cette décision de justice encore ce matin? Bien sûr, le retour de Nicolas Sarkozy, s'il n'était pas effectif, quand même, pour beaucoup de Français, il l'était déjà, mais là, commence à se préciser. Il est effectivement dans une conjonction très favorable, il fait partie des 3 personnalités les plus populaires auprès des Français en général. Il est plébiscité à droite et il peut espérer récolter finalement les mécomptes de l'UMP liés à une crise interne qui n'est pas encore totalement résorbée. Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, d'avoir été notre invité. Plus de 400 000 normes paralysent les collectivités territoriales. Pour mettre un terme à cette situation, le Parlement a voté cet après-midi la création d'un haut conseil pour évaluer et supprimer les normes. Il faut dire que dans certains cas, le respect de ces règles conduit à des situations ubuesques et coûteuses pour les municipalités. Exemple à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, Flora Sauvage. C'est vrai qu'il est beau, hein. Il peut, hein. Nicolas Witz est satisfait de son parquet. Le chargé des sports à la mairie de Sceaux a dû refaire faire le parquet de tous les terrains de basket de la ville.
Il n'était plus aux normes après une décision de la Fédération internationale de basket. Donc la ligne des pointillés que vous voyez était avant la ligne des tirs à 3 points qui était à 6,25 m. Il a fallu la reculer, en faire une nouvelle à 6,75 m. Voilà, pour 50 cm en fait. On doit refaire l'ensemble du parquet, donc reponcer, revétrifier. Cette décision de la Fédération internationale de basket a un coût pour les collectivités locales. À Sceaux, il a fallu débloquer 17 000 € par terrain. Mais l'inflation de normes touche tous les domaines. Environnemental, médico-social ou dans l'alimentaire, l'État produit des normes à foison. Et bien souvent, les collectivités locales sont paralysées par cette inflation normative. Lorsque, par exemple, des textes réglementaires fixent le grammage des repas à l'école, fixent le poids que doit peser telle ou telle part de viande, etc. Tout ceci est assez absurde parce que il y a quand même dans notre pays, et notamment au niveau des élus locaux et des agents territoriaux, un peu de bon sens. Du bon sens, c'est ce que réclament les parlementaires à l'origine d'une proposition de loi qui vise à créer un Conseil national d'évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales. Et pour parler de cette question des normes, notre invitée ce soir, Jacqueline Gouraud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice UDUC de Loir-et-Cher et vous êtes co-auteur avec Jean-Pierre Sueur de cette proposition de loi qui a donc été adoptée cet après-midi. Et donc par ce vote, eh bien, le Parlement crée ce Haut Conseil des normes. Pourquoi était-il si urgent de mettre effectivement rapidement un terme à cette inflation normative, Jacqueline Gouraud? Parce que les élus en ont assez de cette inflation normative qui d'ailleurs vient de plusieurs endroits, qui vient soit du gouvernement par la réglementation ou les propositions de loi, les projets de loi, pardon, soit des parlementaires eux-mêmes, il faut bien... Ils ont leur part de responsabilité, voilà, les parlementaires sûr, aussi, dans cette inflation normative. Soit aussi de l'Europe. Hein. Donc il y a une prise de conscience très importante qui a été révélée, je dirais, lors des États généraux il y a juste un an ici au Sénat. La démocratie territoriale, c'était ici au Sénat. Absolument. Et au fond, le président du Sénat nous avait demandé à Jean-Pierre Sueur et à moi-même, je dirais ès-qualité, président de la commission des lois et moi, président de la délégation collectivité territoriale, d'avancer sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé la création de ce conseil d'évaluation. Bien sûr, avec des moyens qui seront supplémentaires et avec des saisines qui seront très importantes, c'est-à-dire que... Comment va-t-il fonctionner ce conseil? Il va évaluer les normes et peut-être proposer la suppression de certaines normes qui seront jugées inutiles, c'est ça? Oui, parce qu'il y a à la fois ce qui va venir, c'est-à-dire le flux, et le stock. Donc il faudra travailler sur les deux, mais en tout cas, tous les projets de loi, tous les textes réglementaires, tous les projets d'actes de l'Union européenne passeront par ce Conseil d'évaluation des normes. Et ce sera publié quand les parlementaires auront à délibérer, ils auront, avec l'étude d'impact, ils auront l'avis de ce Conseil d'évaluation des normes. Et c'est très important et on verra l'impact que ça a sur les collectivités territoriales. Donc on pourra, je dirais, mieux juger de cet impact grâce à la création de ce Conseil d'évaluation des normes. Pour les normes existantes, par exemple, on le voit, c'est souvent l'exemple qui est cité, le grammage de la viande dans les cantines scolaires. Est-ce que là, ce Haut Conseil aura un rôle à jouer ou ce n'est que sur les normes à venir? Non, non, non. Il y aura un rôle à jouer. Et déjà, d'ailleurs, le gouvernement s'est engagé. Il y a, vous savez peut-être, auprès du secrétariat général du gouvernement, une directrice adjointe chargée de la simplification. Nous avons d'ailleurs fait... C'est le chef de simplification voulu par François Hollande avant l'heure. Et nous avons fait d'ailleurs une réunion avec elle cette semaine à la délégation aux collectivités territoriales. Et nous avons vu par exemple un dossier sur l'accessibilité, qui est un sujet très important, qui a été revu sur un arrêté qui a été modifié. Et bien sûr, la commission actuelle a donné un avis favorable. C'est pour... je dirais, les appartements qui reçoivent les logements étudiants. On a décidé, je dirais, le gouvernement a présenté un arrêté qui va désormais dire que seulement 5% des logements d'étudiants seront en accessibilité ou handicapés, parce que c'est la réalité des choses. 5%, ça suffit, je dirais, dans un ensemble de logements. Et justement, est-ce que si on supprime trop de normes, il n'y aura pas un risque de dérégulation? Vous prenez cette question des personnes handicapées. On sait que parfois, justement, ils n'avaient pas accès à certains bâtiments publics. Alors, pour certains élus, on ne peut pas appliquer les normes. Et finalement, pour les handicapés, c'est un problème. Alors, il ne s'agit absolument pas de revenir
sur la loi handicap de 2005 et qui va, comment dire, normalement faire qu'en 2015, tous les bâtiments seront accessibles. Ça, c'est la loi. Bon, nous savons qu'on ne reviendra pas sur les principes. Mais il y a, vous le savez, une réalité après. C'est-à-dire que tous les bâtiments ne seront pas mis aux normes par manque de moyens, par, comment dire, difficulté d'application. Et il faut donc trouver des solutions pour faciliter l'accès aux personnes handicapées sans entrer dans des dépenses qui sont inconsidérées, notamment dans les petites communes. C'est ce qu'on appelle la proportionnalité réglementaire. Et ça, c'est quelque chose qui est devenu, qui est entré dans les mœurs, c'est dans l'esprit des élus et du gouvernement. Mais il ne s'agit pas de toucher à l'idée de l'accessibilité. Et je dois dire qu'il n'y a pas que les collectivités territoriales qui sont touchées. Moi, je serais ravie, n'est-ce pas, par exemple, qu'à la gare de Blois, puisque je suis dans le département de Loir-et-Cher, la SNCF mette en accessibilité la gare de Blois, qui n'est pas en accessibilité. Et c'est... Le message est passé, voilà, Jacqueline Gouraud. voilà. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. Et il faudra attendre cette nuit pour connaître le vote du Sénat sur le projet de loi d'affirmation des métropoles. Vendredi soir, les sénateurs ont adopté l'article 12, créant la métropole du Grand Paris, qui réunira au 1er janvier 2016 Paris et les 124 communes des départements de la Petite Couronne. Actuellement, les sénateurs débattent des compétences des autres métropoles créées par ce texte. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. L'islam des Lumières en débat au Sénat. Cet après-midi, écrivains, chercheurs et cinéastes étaient réunis pour expliquer en quoi l'islam est aussi une religion de la modernité. Mission difficile après le 11 septembre 2001, comme nous l'explique Barry Zacharie, vice-présidente socialiste du Sénat au micro de Louis Sibyl. Dans le passé, c'était l'islam de la tolérance, c'était l'islam de la protection des minorités. Et aujourd'hui, ça n'est plus qu'Al-Qaïda, ça n'est plus que des fatwas, ça n'est plus que la burqa. Que s'est-il passé? Il y a eu le 11 septembre qui a été un traumatisme mondial et qui a fait énormément de mal à l'islam. Moi, je me définis comme farouchement laïque et sereinement musulmane. Et donc, l'islam éclairé, c'est un islam spirituel, libre et responsable. Et nous sommes intéressés ce soir à la formation des imams. Comment peut-elle cohabiter avec les lois de la République? Voyez ce reportage de Julien Cholin tourné en région parisienne. Ici, on forme des imams à la française. L'objectif est clair, la maîtrise de la parole sacrée pour permettre aux musulmans de l'Hexagone de pratiquer un islam de France. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ce genre d'institut pour pouvoir fabriquer des imams pour l'avenir. On n'a plus envie et même besoin d'avoir des imams qui viennent de l'étranger pour pouvoir nous édicter ou répondre aux besoins des Français qui sont des musulmans franco-français. Pour certains, ce genre de formation vise à édulcorer l'islam. Faux, répond le directeur de l'Institut, pour qui la mission numéro 1 reste de former des imams compétents. Je peux dire que la langue, ça pose un problème, parce qu'un imam qui va faire ses discours en arabe et que le message va passer en arabe, les jeunes qui sont nés ici, et qui sont pour la plupart ne maîtrisent pas la langue arabe, ne vont rien comprendre au message. À la clé, des imams moins dogmatiques, plus en phase avec les préoccupations des musulmans français. Un souci d'efficacité qui ne concerne pas uniquement l'islam. À l'Institut catholique de Paris, une formation propose aux religieux des différentes confessions de mieux appréhender la laïcité à la française. Notre travail ici, c'est essentiellement de donner une ouverture très réelle et de donner aussi des armes, des outils à tous ceux qui veulent non seulement comprendre la laïcité française dans son rapport avec la religion, mais aussi les enjeux d'aujourd'hui pour un rapport moderne d'une religion à son époque. Objectif là encore, permettre à ces religions de cohabiter avec les lois de la République. Et les invités de 24 heures Sénat ce soir, Mireille Dutel, bonsoir. Vous êtes grand reporter au Point. Et face à vous, Tahar Benjeloun, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, prix Goncourt pour La Nuit Sacrée. Merci d'être avec nous sur ce plateau.
Ce colloque est parti d'un constat. L'islam n'a jamais été autant décrié, instrumentalisé. Et pourtant, il existe un islam de tolérance. En quoi était-ce urgent de remettre au premier plan cet islam des Lumières, Tara Benjeloun? Oui, justement, parce que l'islam a été kidnappé par une très grande brutalité, beaucoup de violence, qui contredisent d'ailleurs les valeurs et les idées profondes de cette religion, comme d'ailleurs les autres religions monothéistes. Et dans la perception de l'islam par la plus grande partie des gens en Occident, enfin même dans le pays musulman, a été défigurée, a été complètement changée. Et il va être très difficile aujourd'hui pour que l'islam récupère ses lumières, ses valeurs d'avant, qui ont conçu vraiment son essence principale, à cause de ce détournement idéologique et politique qui lui fait un mal énorme et d'abord fait beaucoup de mal aux musulmans dans les pays musulmans, parce que le terrorisme, il a pas mal tué dans le monde musulman. Mireille Dutel, vous partagez ce constat, ce détournement idéologique? Complètement. Et ce qui est très dangereux, en fait, c'est ça. Il a été capturé par les radicaux dans le monde musulman, c'est certain, à l'intérieur de l'islam. En fait, ils sont minoritaires, mais néanmoins, ils existent. Et donc, ils donnent une vision, ils véhiculent une vision qui est fausse. Et ici, il fait le lit aussi de tous les radicaux, tous les extrémistes qui en profitent pour, disons, on arrive d'une façon incroyable à mettre sur le même plan des musulmans, des islamistes, après des djihadistes, des terroristes. Quoi. Je veux dire, tout passe, un amalgame absolument incroyable. Très difficile pour rétablir la vérité et surtout d'installer l'islam dans une société laïque qui est la France. Et la laïcité n'est pas contre les religions, elle est pour la séparation. La religion ne doit pas s'investir dans le champ politique. Mais pour l'islam, le pauvre, maintenant, il se trouve dans une situation tellement difficile, il est mal perçu, il fait peur. Il fait peur aux gens parce que les gens, évidemment, il y a un amalgame, il y a des préjugés qui ont pris le pas sur la réalité. Et c'est difficile pour les musulmans eux-mêmes qui sont en France parce que même les braves gens qui n'ont rien à faire avec le terrorisme sont mal vus et subissent ce très mauvais regard. Et ça, c'est très difficile après à retirer, à enlever tous ces préjugés de la mentalité des gens. Alors cet après-midi, Mireille Dutel, vous aviez à intervenir sur la place de la femme dans l'islam. C'était une mission difficile justement c'était un des enjeux de ce colloque de montrer que l'islam prône l'égalité entre la femme et l'homme. Mais en fait, oui, comme je l'ai dit cet après-midi, finalement au niveau du texte, parmi les 3 religions du livre, c'est l'islam est le seul, le Coran, disons, est le seul des textes parmi les 3 religions du livre qui prône absolument l'égalité entre hommes et femmes. Alors ça, évidemment, il y a les textes et effectivement, ensuite, il y a la pratique, parce qu'une grande partie, disons, pendant plusieurs siècles dans l'islam, ça a été, disons que c'était l'islam où on a fait dire à l'islam des choses, disons qu'on l'a complètement détourné, et ça a été les plus conservateurs qui avaient le droit à la parole. Alors maintenant, ça fait plus d'un siècle qu'en Égypte en particulier, c'est parti de là, que certains veulent replacer la femme à son égalité, se lutte aussi contre le voile, mais ça, je ne parle pas de gens qui seraient laïcs, je parle de juristes musulmans, hein, mais qui ont été très décrié. C'est très, très, très difficile. Et alors, depuis une vingtaine d'années, avec la montée du fondamentalisme, il est évident que la femme est devenue un enjeu. C'est absolument incroyable. C'est l'enjeu numéro 1 de l'islam. Mais je pense que c'est plus une affaire d'homme qu'une affaire de religion. En fait. Tara Benjeloun, sur la place de la femme dans l'islam. Les 3 religions monothéistes ne sont pas tendres avec les femmes en général. Et puis les fanatiques s'appuient là-dessus parce qu'ils ont une trouille terrible qu'on touche à leurs femmes, à leurs sœurs, à leurs mères, à leurs filles, à leurs femmes, etc. Donc ça tourne beaucoup autour de ça. Psychologiquement, il y a une peur de ce qui peut arriver à la liberté de la femme. C'est-à-dire que si la femme est libre, l'homme se sent en danger. Et c'est pour cela qu'il la voile, c'est pour cela qu'il l'écarte, et c'est pour cela qu'il l'empêche d'être réellement l'égal de l'homme. La preuve, c'est que quand même dans l'islam, elle hérite une demi-part par rapport au garçon. Et ça, c'est une inégalité flagrante. Et puis, pour le témoignage, c'est par exemple, on doit faire témoigner quelqu'un, 2 hommes pour
2 femmes pour un homme. C'est-à-dire que ce sont des choses qui, socialement, quand même, ne laissent pas beaucoup d'espoir à la femme. Et on voit dans le monde musulman, quand même, la condition de la femme est la pire. Et la pire au monde, à mon avis, quand on voit actuellement qu'en Arabie Saoudite, les femmes se battent pour ne serait-ce que conduire une voiture. Il ne s'agit même pas de se présenter à l'élection législative ou présidentielle. Justement, alors, vous parlez de ce contexte international aussi, eh bien, qui n'arrange pas les choses, on va dire, pour l'islam, notamment après les révolutions arabes. Dans ces pays, on a vu eh bien, cette soif de liberté qui a été un peu minorée par l'arrivée des islamistes au pouvoir. Ça participe aussi à ce sentiment d'islamophobie. Certainement, certainement. C'est évident qu'à un moment, disons que surtout en Occident, on a cru effectivement que tout le monde arabe était devenu des occidentaux, peut-on dire, et des laïcs. Évidemment, ce qui est stupide. Hein. Mais je veux dire en même temps, donc que les frères musulmans gagnent les élections, c'était quelque chose de très normal quand on va voter pour Dieu. Et puis c'était les gens qui étaient dans l'opposition, c'était les gens qui étaient en prison, c'était ceux qui étaient torturés, c'est ceux qui étaient. Donc je veux dire, c'est totalement logique. On est en train d'assister dans la 3e phase, pour moi, à mon avis, des printemps arabes, qui est celle du reflux des frères musulmans. Alors en Égypte, ça s'est passé de façon violente par un coup d'État militaire, en fait, hein, mais avec l'assentiment de la grande majorité de la population, y compris de beaucoup d'Égyptiens qui avaient voté pour le président musulman et des frères musulmans, Mohamed Morsi. Hein. Mais ce que l'on voit aussi, pour revenir à problème des femmes, c'est que dans tout, d'abord au niveau des printemps arabes et depuis, toutes ces centaines et ces milliers d'associations de femmes de la société civile, et c'est elles qui font bouger les choses. Et c'était aux premières lignes des printemps arabes, elles sont maintenant aux premières lignes pour ne pas perdre leurs droits quand elles en avaient. Un mot sur le contexte international. On peut dire qu'actuellement, l'idéologie d'islamistes, enfin les islamistes qui arrivent au pouvoir, démontrent leur incapacité et leur incompétence à gouverner par la foi et les prières. Donc il y a un reflux, il y a un début de défaite de l'islamisme dans tout le monde arabe. En Tunisie, on voit ce qui se passe actuellement. En Égypte, bon, l'armée a été pour quelque chose de manière brutale et violente. Elle a tué beaucoup de gens aussi. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer, en Syrie, si évidemment Bachar est arrêté et jugé et condamné. Parce que il joue là-dessus pour se perpétuer. Il dit, si je pars, ça va être le fondamentalisme islamique qui prendra le pouvoir et va tuer tous les autres. Donc on est en train... on brandit la menace un peu islamique, on fait peur avec l'islam. Oui, mais ça c'est une façon de trahir la vérité. Et en France alors, Tahar Benjeloun, parce qu'on a vu aujourd'hui ce sondage qui a été à la demande de la LICRA, le racisme a augmenté ces 30 dernières années vis-à-vis des Maghrébins. Et toujours d'après cette enquête, 61% des Français estiment qu'il est plus difficile en 2013 d'être musulman que ça ne l'était en 83. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il n'y a pas de travail d'information et de clarification et pour remettre les choses à leur place. Il y a d'un côté, la peur existe, elle est diffuse et les gens ne savent pas très bien comment réagir. Effectivement, il y a eu quelques éléments, il y a eu une petite minorité de femmes complètement voilées comme des fantômes. Il y a eu des choses un peu scandaleuses, c'est vrai, mais ça représente peut-être un pour 1000 des musulmans en France. La plupart des gens sont des braves gens qui sont chez eux, qui travaillent et qui ne font peur à personne, mais eux, ils subissent cette peur. Et cette peur va être utilisée, vous allez voir, par le Front National pour rafler les voix, et même par une partie de la droite, et tous les hommes politiques voient qu'ils peuvent, d'ailleurs ça s'est vu, dans certains pays nordiques, où la droite et l'extrême droite ont gagné des voix avec la peur de l'islam qu'ils ont bien instrumentalisé et utilisé. Donc c'est quand même malheureux de voir, moi je parle en tant que laïc, je trouve que c'est scandaleux qu'on utilise une religion, quelle qu'elle soit, pour des buts idéologiques et politiques. Butaï, dans ce contexte électoral en France, vous avez peur d'une radicalisation C'est certain, on la sent, c'est palpable, hein, l'islamophobie elle est palpable. Mais je pense que à la fois et les pouvoirs publics sont fautifs parce qu'ils n'expliquent pas assez. Ils ne font rien. Ils parlent simplement laïcité. Des imams, par exemple, c'est encore un autre sujet. Ça ne suffit pas. Il faut lever les malentendus. Il faut lever les préjugés.
Il faut donner la parole à des musulmans pour démontrer que lorsqu'il y a un acte de terrorisme international, que ça n'a rien à voir avec l'islam, le répéter et le dire, enfin ce sont des voyous, ce sont des barbares qui n'ont rien à voir avec cette religion. C'est tout, il faut le dire et redire et démontrer qu'il y a des millions de musulmans qui vivent en France en paix et en bon voisinage avec tout le monde. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain. Bonsoir.